Bonsoir et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. C'est la 12e heure de direct de la journée, toujours depuis les studios de TV5 Monde. Pour cette dernière destination de la journée, partons tout de suite en direction du deuxième pays le plus vaste au monde et plus particulièrement à Toronto. Capitale de la province de l'Ontario, c'est aussi une des villes parmi les plus cosmopolites au monde. Au long de cette émission, je serai accompagnée de plusieurs intervenants. Martin Cloutier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. Vous êtes directeur du bureau de Toronto pour Mazars. Qu'est-ce que Mazars? Mazars est une firme d'experts comptables, donc on offre des services d'audit, de fiscalité, services conseil, impartition, comptabilité. Vous êtes implanté à Toronto? Tout récemment, oui. Oui, d'accord. Elisabeth Elfège, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous vivez à Toronto? Tout à fait. J'habite à Toronto depuis avril 2018. Et voilà. Et vous êtes porteuse de projet pour l'instant? Tout à fait. J'aimerais me lancer en affaires à Toronto. Ok, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Stéphanie Tacon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous êtes fondatrice et directrice de TFD Expat Service. Quelques mots sur TFD Expat Service. Alors, on est une société de conseil et on est spécialisé en mobilité et fiscalité internationale. On s'adresse à des particuliers, des employeurs et des entrepreneurs qui démarrent l'aventure à l'étranger et qui ont un projet à l'international. Ok. Rémi Paris, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes directeur marché des particuliers chez Desjardins. Oui. Qu'est-ce que Desjardins? Alors, Desjardins, c'est le premier groupe financier coopératif au Canada. Donc, on a plus de 7 millions de membres et clients. Mais on a tout un programme pour accompagner les particuliers ou les entreprises vers le Canada. Et on a un bureau à Paris pour lequel je travaille depuis 3 ans déjà, pour accompagner justement les gens dans leur projet vers le Canada. Donc vous êtes basé à Paris, mais vous allez souvent au Canada et vous connaissez la ville de Toronto. Absolument, et j'ai travaillé pour un employeur qui était basé à Toronto, donc j'y allais fréquemment et j'avais même de la belle famille à Toronto. Ok. On va démarrer cette émission avec une vidéo d'Agathe Damour, française installée sur place, qui nous parle du coût du logement à Toronto. Bonjour Paris. Donc tout d'abord, pour répondre à la première question, qui est quel tarif pour quel logement à la location. Il faut savoir que Toronto est classé parmi les villes les plus chères au Canada, avec Vancouver. Et plus on est situé en centre-ville, plus le logement sera élevé. Et la proximité d'une station de métro peut également faire augmenter le loyer. Donc à la différence de la France où on parle en mètres carrés, au Canada on parlera donc de nombre de pièces. Pour vous donner un ordre de tarif, pour une colocation, il faut compter environ entre 800 et 1000 $ par mois. Pour un bachelor, qui est l'équivalent en France d'un studio ou d'un T1, il faut compter entre 1000 et 1400 $ par mois. Et pour une chambre, l'équivalent donc d'un T2 en France, il faudra compter entre 1004 et 1006 $ par mois. Et si on est situé en centre-ville, il faut vraiment compter 1600 à 2400 $ par mois. Donc pour des soucis financiers, beaucoup de Français choisissent la colocation en arrivant à Toronto. Elisabeth, comment vous avez fait, vous, pour trouver un logement à Toronto? Alors pour ma part, j'ai été sur le site Kijiji, donc c'est l'équivalent du Bon Coin en France. Vous avez beaucoup d'annonces pour trouver un logement. Après, effectivement, vous avez aussi des agents immobiliers qui peuvent vous aider. C'est totalement gratuit pour les locataires, donc il faut vraiment aller vers ce genre de situation. Et vous avez aussi des groupes Facebook qui sont très actifs. Vous avez PVTistes à Toronto. Vous avez aussi un groupe anglophone qui s'appelle Buzz Home Zone, qui est très, très, très complet. Vous pouvez avoir tous les tarifs, que ce soit de la colocation généralement ou des studios, voire plus. Et après, le réseautage, c'est aussi une bonne façon de trouver, en parlant autour de vous, que ce soit au travail, avec vos amis, un petit peu partout, pour savoir comment trouver un logement là-bas. Ok. Martin, est-ce que c'est une ville particulièrement chère pour le Canada? On parle du logement. Oui, effectivement, ça peut être très cher si on compare aux autres villes du Canada. Pour le reste, pour les biens de consommation et tout, les prix sont assez similaires partout au Canada. Par contre, si on compare Toronto aux grandes villes du monde, alors là, Toronto sort gagnante. Je crois que c'est une des villes les moins chères dans les capitales du monde. Ok. Rémi, quelle est la procédure pour ouvrir un compte
en banque, sur place. Alors effectivement, pour vivre dans un pays, il faut un compte bancaire local. Donc chez Desjardins, on propose une option pour ouvrir le compte à distance, en ligne, sur desjardins.com/ouvrir compte. On remplit un questionnaire, on vous envoie le relevé d'identité bancaire canadien, et puis vous avez la possibilité de faire un virement avant votre arrivée. Et puis une fois sur place, vous pouvez finaliser en montrant les documents légaux. Donc c'est vraiment très simple. Et au global, on en parlera peut-être plus tard, mais faire des démarches administratives au Canada, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on connaît en France. Ok. Stéphanie, Oui. il faut quand même anticiper pour les loyers parce que souvent, les propriétaires demandent des avances sur loyer. Oui, alors en fait, comme les nouveaux arrivants n'ont pas cette historique de crédit, donc cette crédibilité en termes de bons ou mauvais payeurs et si possible de bons payeurs, donc les propriétaires canadiens prennent certaines garanties et demandent à ce que des loyers soient payés d'avance. Donc on peut aller jusqu'à 4-5 loyers à payer d'avance et un dépôt de chèque pour toute l'année, en sachant que les baux sont en général d'une durée de 1 an. Donc le propriétaire peut demander d'avance le paiement des loyers. Donc pour des jeunes arrivants, c'est vrai que c'est une charge à prendre en considération pour bien se préparer à l'arrivée et pas se retrouver étranglé dès le départ en fait. Ok. Si on reste sur le thème du logement, il y a aussi l'alternative de se loger en banlieue ou de choisir une colocation. C'est ce qui se fait aussi, Martin? Tout à fait, étant donné que le coût du logement est très cher aux centres-villes, plusieurs familles s'établissent à l'extérieur de Toronto. Les banlieues sont grandissantes à l'extérieur de Toronto. La grande région de Toronto s'agrandit tous les ans. Donc, ça peut être une solution également, surtout avec le transport en commun qui est quand même bien élaboré. Ok. Et pour ce qui est des sorties, est-ce que ça coûte cher et est-ce qu'il y a une offre culturelle, Elisabeth, sur place? Alors oui, vous avez une richesse culturelle. Vous pouvez aller dans certains musées. Vous avez souvent, moi je recommande le site Blocto, donc qui propose toutes les sorties en fait à Toronto, tous les événements culturels. Là en ce moment, par exemple, vous avez le Festival de Lumière qui se déroule à la distillerie. D'accord. Donc voilà. Comme le vous avez... Festival des Lumières à Lyon, c'est en pleine ville et Tout des à fait, bâtiments oui, éclairés. Ok. voilà, c'est situé à la distillerie et ça vous permet voilà, de faire des sorties, de voir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. La liste est très longue. D'accord. On va tout de suite faire un petit focus sur la scolarité sur place et on écoute tout de suite le directeur du lycée français de Toronto qui nous parle de son établissement. Je m'appelle Jean-Pierre Faou et je suis le proviseur du lycée français de Toronto. Voici Sylvie Delpech, la directrice du primaire. Notre école, créée en 1995, compte 520 élèves de 30 nationalités, de la toute petite section à la terminale. Nous proposons le programme scolaire français sur tous les niveaux et faisons partie du grand réseau des 500 établissements de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Nous sommes au lycée français de Toronto, dans la région des Grands Lacs américains. Toronto est la première ville économique canadienne et la 4e en Amérique du Nord. C'est une ville cosmopolite et multiculturelle. La dimension multiculturelle de notre école et notre offre linguistique font que nos élèves maîtrisent 3 ou 4 langues en fin de cursus. L'anglais fait partie des enseignements dès la petite section. Les élèves découvrent 4 langues à partir du CM1 et choisissent leur 2e langue vivante dès la 6e. Nous offrons aussi une section internationale américaine au lycée. Nos petits effectifs par classe favorisent la différenciation pédagogique, le suivi individuel de nos élèves et la mise en place de nombreux projets interdisciplinaires et interdegrés. Nos élèves ensuite intègrent les meilleures écoles et universités européennes et américaines comme Princeton, Columbia, McGill ou Sciences Po. Tout ceci est possible grâce à la qualité et l'engagement de nos équipes, la participation de nos parents d'élèves et une communauté bien fédérée autour du lycée et de ses valeurs. Au LFT, nos élèves trouvent le meilleur de la France et du Canada et s'épanouissent dans un environnement académique ambitieux et innovant. Stéphanie, vous avez une fille et vous avez Oui. fait un autre choix pour sa scolarité. Lequel? Oui, alors quand on est arrivé au Canada, ma fille avait déjà 15 ans et demi. Et par choix, elle a choisi de rentrer dans le système anglophone. Donc l'avantage de l'Ontario, c'est qu'on a un enseignement public, un système privé, et les deux offrent la possibilité d'étudier soit en anglais, soit en français. Donc ça a été un choix pour apprendre l'anglais. Et ce qui est très, très bien, je dirais, dans ce système, c'est qu'il y a tout un accompagnement des enfants étrangers pour leur permettre de rattraper le niveau de langue. Et
dois avouer que ça a été assez efficace. Ok. Rémi, quelle est la première impression qu'on a quand on arrive à Toronto ? C'est une ville qui est vibrante et qu'on qualifie parfois de petite New York. Donc on va retrouver un peu de l'énergie qu'on peut ressentir à New York. Et en même temps, c'est une ville qui permet aussi de prendre son temps. On retrouve la qualité de vie à la canadienne et on peut faire des balades en vélo le long du lac. Il y a une petite île où il y a des activités de plage, de canoë. Donc on va vraiment avoir un très bel équilibre entre cette énergie un peu new-yorkaise et puis le côté calme et relax des Canadiens. Ça donne envie. Elisabeth, il y a aussi un côté très multiculturel de la ville. Comment ça se ressent, comment ça se vit au quotidien ? Alors effectivement, dès que je suis arrivée à Toronto, j'ai tout de suite senti cette mixité en fait au niveau des origines. Il faut savoir que la moitié des Torontois viennent d'ailleurs en fait. Donc quand on y arrive, on se sent rapidement chez soi et on sent que toutes les communautés vivent dans un respect vraiment mutuel et c'est très agréable à vivre au quotidien. Ok. Martin, désolé, vous avez la question cliché, mais quand on pense au Canada, on pense au froid, on pense grosse doudoune. Est-ce que c'est le cas? Oui, mais Toronto n'est pas représentatif de l'hiver canadien comme on peut se l'imaginer. Je ne dis pas que c'est pas froid, qu'il n'y a pas de neige, mais il y en a très peu. Et je vous dirais, c'est peut-être la ville qui est la plus facile à apprivoiser à ce niveau-là pour l'hiver. Ok. Il faut juste arriver bien habillé. D'accord. Bon. Soyez donc rassurés. Elisabeth, vous n'allez pas participer à la suite de l'émission. Du coup, je vais vous demander un dernier mot si vous vous adressez aux gens qui nous regardent, qui sont des Français qui veulent s'installer en Ontario. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, moi, je leur dirais de préparer leur voyage en amont et vraiment de croire en leurs rêves parce que c'est possible. Moi, j'ai réussi à m'installer là-bas. Je n'étais pas forcément bilingue, comme on peut Voilà. Et j'ai réussi à m'installer là-bas et avoir des projets. Donc, allez-y, Toronto, c'est une belle ville. Vous verrez beaucoup de bonnes choses. Et voilà, c'est une belle expérience à vivre, que ce soit professionnel ou humainement parlant. D'accord. On a encore un petit peu de temps. J'aimerais rebondir sur la langue. Vous disiez, il faut quand même être bilingue pour pouvoir travailler et vivre en Ontario et à Toronto. Alors oui, l'anglais est très important, effectivement. Voilà, si on peut débuter avec des jobs alimentaires pour se faire, pour être vraiment dans un environnement anglophone, ça aide. Il faut l'avouer, ça aide. Après, il faut parler anglais. Ça, oui. Si vous voulez des postes qualifiés, des métiers intéressants, dans des domaines intéressants, c'est important de savoir parler anglais. Et, en étant dans un environnement anglophone, on apprend très vite. Ça vient très, très vite. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. On va s'intéresser maintenant au système de soins au Canada. On écoute Myriam El Hanbri qui partage avec nous l'expérience de sa grossesse sur place. Bonjour Paris, je suis Myriam, la maman d'un petit garçon de 11 mois, Imran, qui est donc né ici à Toronto, Canada. Nous sommes arrivés il y a à peu près 2 ans avec mon mari, nous sommes tous les deux français. Nous avons pu bénéficier, grâce à notre visa de résident permanent, au système de soins gratuit. Donc c'est vrai que ma grossesse est extrêmement bien passée ici au Canada. Tous les frais ont pu être pris en charge complètement à 100%. Donc tout ce qui était bilan de soins, prise de sang, échographie, tous les rendez-vous à l'hôpital ont également été pris complètement en charge. Concernant l'accouchement aussi, donc c'est vrai que le paiement par contre d'une chambre est un petit peu plus onéreux qu'en France parce qu'il fallait à peu près compter 200 à 300 $ pour une chambre privée dans un hôpital, mais qui a pratiquement été prise en charge également par mon assurance et par ma mutuelle du travail. Il faut savoir par contre qu'ici on ne reste que 24 heures pour une grossesse qui se passe bien. On ne reste que 24 heures à l'hôpital. Donc c'est vrai que c'était un petit peu mouvementé, je dirais, la première nuit. Mais globalement, je suis vraiment satisfaite du système de santé qui était en tout cas conforme à toutes mes attentes. Un nouvel intervenant nous a rejoint pendant la vidéo, Philippe Sanson. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes directeur du CLACE. Quelques mots sur le CLACE. C'est un établissement public spécialisé sur toutes les questions de protection sociale dès lors qu'il y a mobilité. Mobilité internationale en Europe, dans n'importe quel pays. Le CLACE est là pour informer toutes les personnes intéressées sur les droits en matière de protection sociale, sur le régime, sur les obligations d'affiliation, que ce soit en Europe, international
Et particulièrement ensuite, tout ce qui est lié aux conventions bilatérales. Nous avons une quarantaine de conventions avec des États étrangers ou des territoires. Et nous renseignons sur les droits qui existent en vertu de ces accords. Et on pousse même au-delà, puisqu'on donne des informations sur les législations nationales, sur des pays avec lesquels on n'a pas de lien de convention bilatérale. D'accord. On va profiter de votre présence sur ce plateau pour en savoir plus sur la convention bilatérale entre la France et le Canada. Alors, c'est une convention qui est assez ancienne, parce que la première convention était de 1979. Elle a été revue en 2013 et les nouvelles dispositions sont en vigueur depuis août 2017. Comme toutes les conventions, elle a défini déjà son champ d'application et les couvertures assurées. Et là, il s'agit de la retraite, essentiellement. C'est toujours un point très important en matière de convention bilatérale. Il s'agit de la possibilité de bénéficier de prestations familiales, et là, du côté français, c'est une particularité. Et puis, de l'assurance invalidité décès, ça ne couvre pas la maladie, comme un certain nombre d'autres conventions. Et ça concerne alors tous les résidents de nationalité, toutes les personnes de nationalité française ou canadienne. Et dans le dernier accord, ça couvre même des ressortissants d'autres États, mais qui ont relevé de la législation législation sociale canadienne ou française, pour faciliter les mobilités au niveau des groupes. C'est en termes de droit. Et puis, à autre point, ça permet aussi le détachement. Alors, qu'est-ce que c'est que le détachement? J'anticipe peut-être la question. Tout à fait. Ça permet à une personne, pendant un temps limité, de travailler sur le territoire d'un autre État, tout en étant affilié au régime de sécurité sociale de son pays de départ, si j'ose dire. Et là, il y a une possibilité d'être détaché en France et au Canada pendant une durée de 3 ans, voire même au-delà, sur dérogation. D'accord. J'allais vous demander s'il y avait quelque chose pour les jeunes diplômés. Est-ce qu'il y a des accords? Alors, il y a des accords, mais là, il y a un accord avec le Québec très spécifique. Sinon, c'est lié éventuellement dans d'autres États, mais ce n'est pas le cas général. Alors, ça couvre généralement les situations de travail. L'accord dont je parlais avec le Canada couvre aussi bien les travailleurs salariés que non salariés, mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, il n'y a pas, avec le Canada de manière générale, il n'y a pas un accord spécifique jeune. Après, ils peuvent rentrer dans les droits ouverts par tel ou tel dispositif conventionnel. Ok. Sur la santé, Rémi, qu'est-ce que vous conseillez, vous, à vos clients? Alors, on conseille toujours d'être bien assuré, parce qu'effectivement, la santé peut coûter très cher au Canada quand on n'est pas assuré, quand on est en période de carence. Il peut arriver qu'entre la sécurité sociale française et l'assurance maladie ontarienne, par exemple, il y ait des mois de carence. Il est important d'être bien couvert. Une visite de confort, ou de maladie quotidienne peut coûter 300, 400, 500 $. Donc, il est important d'être bien couvert et donc de bien s'assurer. On peut donc aller chercher parfois des complémentaires santé. Nous, par exemple, on propose une assurance qui s'appelle Visiteur au Canada qui couvre ces mois de carence, mais on ne pousse pas la consommation. Le premier réflexe de quelqu'un qui part s'installer, c'est vraiment de vérifier quels sont ses droits, pourquoi il est couvert, est-ce qu'éventuellement son employeur rajoute une complémentaire santé qui ressemble aux mutuelles. Donc vérifiez déjà ça, puis après aller chercher les produits complémentaires sur le marché. Ok. Philippe, c'est pareil, vous ne restez pas pour la suite de l'émission. Est-ce que vous auriez un dernier mot peut-être à dire aux spectateurs? Un mot très simple, c'est si vous partez à l'étranger, et notamment au Canada, nous avons un site www.cles.fr sur lequel vous avez toutes les conventions, dont la convention canadienne. Donc, vous pouvez regarder tout le détail, voir les formalités qui sont à accomplir pour effectivement éviter des problèmes transitoires peut-être de couverture, pour savoir aussi quelles sont les formalités à accomplir éventuellement au retour. Voilà, donc cles.fr, c'est vraiment le conseil que je donne à la fin. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Restez avec nous, vous allez nous quitter pendant la vidéo. On va s'intéresser au sujet des visas et de la politique d'immigration sur place. On écoute tout de suite Maria qui nous explique comment ça s'est passé pour elle. Et c'est vrai qu'avant de devenir résidente permanente, entre 2010 et 2014, j'ai eu 7 visas, ou en tous les cas, j'ai fait la demande pour 7 visas. L'administratif ici, la bureaucratie, c'est beaucoup plus simple qu'en France et en plus très rapide. C'est-à-dire que tout se fait par email, par Internet, c'est vraiment rapide. Ceci étant dit, il y a énormément de personnes qui cherchent à venir au Canada. Et oui, être francophone, c'est super, mais il y a quand même toute la province de Québec, le Nouveau-Brunswick, le nord de l'Ontario qui est également francophone. Donc c'est pas la seule raison pour laquelle le gouvernement cherche à recruter ou en tous les cas à avoir de nouveaux arrivants. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment trouver les visas qui correspondent
non seulement à notre statut actuel, mais également à notre carrière professionnelle. Donc l'État canadien a mis en place vraiment un plan d'immigration pour répondre aux besoins économiques du pays. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette politique d'immigration et peut-être nous dire quels sont les profils recherchés en Ontario, s'il vous plaît Stéphanie? Oui, donc effectivement, le Canada est un pays ouvert sur l'immigration. On recherche des personnes. Donc le Canada souhaite attirer des personnes de tous horizons. Il faut comprendre le système d'immigration. Donc, on a un système fédéral, un programme fédéral avec des objectifs au niveau du pays. Et parallèlement au programme fédéral, il existe des programmes provinciaux. Donc, chaque province va définir ses objectifs et le pays en tant que tel définit aussi ses objectifs. Alors, le profil type, évidemment, on va ouvrir les portes, on va dire, à des personnes qui sont jeunes, diplômées, si possible bilingue. On l'a dit tout à l'heure, le fait de parler anglais, notamment en Ontario, de parler en anglais, c'est un prérequis. Le fait de parler français, c'est un plus. On a des programmes qui sont spécialisés dans la mobilité francophone, donc avec aussi des profils, donc des personnes éduquées qui ont de l'expérience dans les technologies pour Toronto. Mais on a aussi des programmes qui sont destinés à des personnes qui ont un profil avec des emplois plus manuels. Et là, c'est important de se rendre compte que, même si on parle parfois d'immigration choisie, ça ne veut pas dire que c'est destiné qu'à des personnes très, très qualifiées. D'accord. Il faut regarder aussi, donc, les programmes s'ouvrent et se ferment en fonction des besoins du pays. Oui, et donc il faut se tenir informé. Voilà, et des provinces, et donc il faut vraiment se tenir informé de ce qui se passe et effectivement faire appel à des professionnels qui vont pouvoir, en fonction de votre profil, de votre situation familiale, de votre expérience passée, vous diriger sur tel ou tel programme et accélérer le processus. D'accord. Rémi, en matière de visa, quel a été votre parcours? Alors moi, j'ai un parcours de plusieurs visas, comme l'intervenante précédente. Effectivement, je suis parti avec un permis vacances-travail de 1 an, puis un programme de travailleurs qualifiés, puis j'ai accédé à la résidence permanente. Et puis, au bout de 3 ans, j'ai demandé la citoyenneté canadienne. Donc, j'ai réussi à obtenir la double nationalité française et canadienne. Alors, le conseil que je donne à toutes les personnes qui peuvent partir avec un visa temporaire, dont il ne faut pas avoir peur, ça peut être un point de départ au Canada, mais après, il faut toujours anticiper les démarches pour le visa d'après. Donc, dès qu'on sait que notre visa va se terminer dans X mois, il faut anticiper quelle va être la solution d'après, quels sont les documents nécessaires, quelles sont les démarches à faire, et vraiment, à chaque fois, anticiper le coup d'après, parce que c'est comme ça qu'on arrive à rester au Canada. Sinon, on se retrouve dans des zones grises qui sont très inconfortables, et une fois qu'on est au-delà de la période de validité du visa, là, les solutions existent, mais elles sont beaucoup plus complexes à mettre en œuvre. Être vigilant aux fins de visa. Ah oui, absolument, parce qu'on le dit souvent, mais au Canada, quand on est français, on peut absolument y aller, y vivre, mais il faut un visa pour étudier, pour travailler, pour entreprendre, pour toutes les démarches, il faut un visa. D'accord, merci pour ces précisions. On va marquer une courte pause. On revient ensuite pour la deuxième partie de l'émission qui sera consacrée au climat des affaires et aux conseils pour l'implantation sur place. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée au Canada et à Toronto. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous faire une ébauche du climat des affaires sur place? Alors, le climat des affaires, je dirais qu'actuellement, il est favorable, même très favorable. On a une économie dynamique, différentes sortes d'activités qui se développent, un taux de chômage relativement faible, notamment si on le compare par rapport au taux de chômage en Europe. Donc, vraiment un terrain propice qui offre des diverses opportunités et qui, effectivement, favorise l'entrepreneuriat, je dirais. En tout cas, pour ce qui concerne Toronto, l'Ontario. Oui, vous me donniez les chiffres hors antenne, il y a beaucoup de micro-entrepreneurs. Voilà, donc on a des études qui prévoient à l'aube de 2020 que l'activité professionnelle sera exercée à 45% par des personnes autonomes. Donc le travail autonome, c'est quelque chose qu'on encourage, qui est ancré dans les mœurs, et on n'a pas de difficulté à travailler
avec ce qu'on appelle des contractors, donc des indépendants. Au lieu de travailler avec un employé qui va être dans l'entreprise de janvier à décembre, eh bien, on va travailler avec des personnes en fonction de ses besoins. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui fait du marketing pendant une certaine période, vous allez trouver un indépendant qui va travailler pour vous. Et puis, parallèlement à ça, il aura d'autres contrats. Et ça passe très, très bien. Donc, on a cette flexibilité du travail. Et ce n'est pas quelque chose qui fait peur, contrairement à d'autres pays où ça peut être inquiet parce que ce qui dit travailleur autonome veut dire qu'on n'a pas un salaire garanti à la fin du mois. Là, c'est une manière de travailler. Mais c'est une façon de travailler acquise. Très bien. Martin, est-ce qu'on peut dire que Toronto est une porte d'entrée favorable pour pénétrer le marché Amérique du Nord? Oh, tout à fait. Oui? Oui, Toronto a tout. Toronto, premièrement, a beaucoup d'universités et de collèges, donc l'éducation est très mise de l'avant à Toronto. Donc, une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre diversifiée, et un bassin de population très intéressant. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucune inquiétude. Aussi, le Canada a entériné l'entente du CETA avec l'Europe. Donc, c'est une nouvelle porte d'entrée pour les entreprises européennes. Donc, effectivement, Toronto représente aussi le marché nord-américain. Donc, c'est une bonne représentation de ce qui peut se passer sur le continent. D'accord. Stéphanie, quels sont les atouts vraiment de l'Ontario? Pourquoi choisir cette province plutôt qu'une autre si on veut s'implanter au Canada? Alors, je dirais que l'Ontario, c'est là où les choses se passent en ce moment. Donc, ce qui ne veut pas dire que ça ne se passe pas non plus ailleurs, mais c'est vrai que, notamment dans toute... ne vexons personne. Voilà, on ne va pas vexer... je ne vais pas vexer mon ah non, moi j'ai laissé Montréal derrière. Donc, mais c'est vrai que je dirais que pour tout ce qui est notamment... les technologies, l'intelligence artificielle. Donc, il y a le développement de Toronto avec l'axe Toronto-Windsor-London. Oui. Donc, on a tout un hub qui regroupe les startups, les entrepreneurs. Donc, je dirais que c'est un terrain propice donc, pour se lancer en affaires. Et puis, c'est dynamique. Et puis, effectivement, pour les Français qui veulent se lancer, l'avantage pour ceux qui sont bilingues. Donc là, on a des opportunités qui s'ouvrent. Mais ça reste un marché compétitif quand même dans certains domaines. Ça reste très compétitif. Il ne faut pas oublier que, donc, de nouveau, le conseil pour des Français qui arrivent au Canada, c'est de ne pas arriver non plus en terrain conquis. Oui. On arrive ici au Canada. Il y a d'autres personnes d'origine diverse qui arrivent en même temps et qui sont tout aussi compétitifs que nous. Donc, il faut quand même se préparer au fait qu'on n'arrive pas tout seul à la conquête du monde, et donc un petit peu aussi d'humilité à avoir quand on se lance en activité à Toronto. Martin, Stéphanie, on a cité quelques-uns, mais quels sont les secteurs porteurs en Ontario aujourd'hui? Aujourd'hui, on regarde à Toronto ce qui se passe. Il y a beaucoup le secteur financier très fort, la technologie. Évidemment, avec le boom, la croissance de Toronto, la construction, les transports, tous les systèmes d'infrastructure. Donc, je vous dirais qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont en croissance en ce moment et c'est vraiment une période propice à Toronto en ce moment. D'accord. On va marquer une courte pause et on revient tout de suite après pour un thème sur la création d'entreprises sur place. I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. De
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Toronto. Et on fait tout de suite un focus sur la création d'entreprises sur place. Rémi, quels sont les freins et les facilités à l'implantation à Toronto ? Alors, un des premiers enjeux, c'est que quand on arrive au Canada, il faut bien connaître le marché. Oui. Donc, il est important de se faire bien accompagner, d'aller faire des études de marché. Donc, nous, on a tout un programme d'accompagnement des entreprises vers le Canada. Ça part d'abord, on a un petit guide, qui est le guide pour faire des affaires au Canada, qui est gratuit, qui donne plein de conseils, trucs et astuces pour démarrer le projet. On peut même éventuellement, avec des partenaires, faire des études de marché pour savoir quelles sont les attentes. On peut effectivement aussi relayer auprès d'experts, parce qu'il faut vraiment s'appuyer sur un réseau d'experts, des fiscalistes, des comptables, des avocats en immigration pour expliquer tous les tenants et aboutissants. Et puis, par exemple, dans les choses qu'on explique dans ce guide ou qu'il faut bien comprendre en allant au Canada, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est le pointage de crédit. Oui. Alors, le pointage de crédit, qu'est-ce que c'est ? C'est une note, c'est très simple, que les Canadiens, tous les résidents canadiens ont au-dessus de la tête, qui s'appelle le pointage. Résident, particulier ou entreprise. Cette note, quand on arrive, elle est à 0. Et c'est à force de payer bien ses factures, personnelles ou professionnelles, que la note va monter et que après les fournisseurs de services ou les partenaires d'affaires vont vous faire confiance. Donc cette note, il faut la construire rapidement. Et c'est pour ça qu'au Canada, on vit avec 2 cartes de paiement, qu'on soit une entreprise ou un particulier. Donc on a une carte de débit, c'est du débit immédiat. C'est celle qu'on utilise pour retirer de l'argent ou payer chez les commerçants. Mais par contre, elle influe peu sur les pointages. Alors, on va aller chercher une autre carte qui s'appelle la carte de crédit, qui est une carte de crédit revolving, qui permet aussi de payer chez les commerçants, mais aussi de payer en ligne, et qui, elle, plus elle est utilisée, et si elle est payée dans les bons délais, donc en bon père de famille, qui va faire augmenter votre pointage. Donc, si les gens partent au Canada, il faut qu'ils aient compris, à titre personnel ou professionnel, cette note que beaucoup de gens consultent. On peut la consulter effectivement pour louer un logement. Moi, quand je suis arrivé au Canada en 2009, pour ouvrir une ligne de téléphone, j'ai eu 3 refus parce que je n'avais pas d'historique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui impacte beaucoup. Et qu'on ait 18 ans, 25, 45 ou 55 ans en arrivant au Canada, on part tous à 0. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vite comprendre et vite gérer. Ok, merci pour ces précisions. Stéphanie, vous êtes spécialiste en fiscalité. Oui. Qu'en est-il de la fiscalité en Ontario ? Alors, c'est toujours le sujet sensible, quel que soit le pays où on va, la fiscalité, déjà, ça fait toujours un petit peu peur. Donc, pour des personnes, peut-être la première chose, des personnes qui bougent, de bien comprendre les implications fiscales d'aller d'un pays vers un autre et de son changement de résidence. Donc, ça, c'est la base. Ensuite, pour les particuliers, donc, les taux d'imposition au Canada sont quand même relativement élevés. On a une combinaison du système fiscal fédéral et du système provincial, donc les taux ne sont pas les mêmes que vous résidiez en Ontario, au Québec ou en Colombie-Britannique, par exemple. En Ontario, le taux combiné marginal est de à peu près 53%, donc c'est quand même assez important. Pour ce qui est des entrepreneurs, donc il y a la possibilité d'agir en tant qu'entrepreneur propre, c'est-à-dire que là, vous allez être imposé comme un particulier, comme un salarié, donc avec le dépôt d'une déclaration de revenus qui va reprendre votre revenu brut et vos charges. Si maintenant l'entrepreneur décide de s'incorporer, donc on a un impôt des sociétés qui, pour les petites entreprises, est autour de 15%. Donc le combiné fédéral, provincial en Ontario, de 15%. Ça reste une fiscalité qui est peu contraignante. C'est peu contraignant, donc les taux sont élevés. Maintenant, les relations avec l'administration fiscale sont relativement apaisées, je dirais. Mais la chose quand même qu'il faut comprendre, c'est que vous changez de pays, vous changez de système fiscal. Et il faut vraiment que les personnes, alors que ce soit les particuliers ou les entrepreneurs, comprennent sur ce qu'elles doivent déclarer et quelle est la base d'imposition qui va être retenue, notamment s'il y a des revenus qui proviennent de l'étranger ou du patrimoine qui est resté à l'étranger. Bien se renseigner et ne pas hésiter à bien se faire accompagner. Exactement. Martin, il y a des aides à l'implantation qui existent aussi. Quelles sont-elles ? Il y en a plusieurs. En fait, chaque province a ses propres programmes et le fédéral a ses programmes également. Si on regarde le plus populaire, c'est probablement les crédits pour recherche et développement qui est offert à toutes les entreprises qui font de la recherche
ou du développement, il y a des avantages incitatifs et des subventions, et ça va aller vraiment par secteur économique. Donc, département, si vous êtes en technologie ou en manufacturier, il va y avoir des programmes qui vont être spécifiques au secteur et qui vont pouvoir vous aider soit à acheter des nouveaux équipements ou à engager des nouvelles ressources pour vous aider à aller plus loin dans vos projets. Donc, les avantages sont très nombreux. Il faut juste les rechercher et se renseigner. Et souvent, les professionnels peuvent vous aider aussi à vous accompagner dans cette démarche. OK. Quelques mots aussi peut-être sur la main-d'œuvre sur place. Vous aviez dit qu'elle était très qualifiée, oui. Mais est-ce que c'est dur de la garder et de la trouver? Oui, effectivement. Fidéliser les employés aujourd'hui est un défi pour toutes les entreprises. Les jeunes veulent beaucoup d'expérience, donc ils vont aller gruger un bout d'expérience dans une entreprise, dans une autre. Ils vont vouloir voir différents secteurs. Donc, bon, faut travailler dur pour les garder, mais en même temps, il faut bien s'entourer. Il faut avoir un bon réseau. Il faut avoir à l'intérieur même probablement son propre secteur des ressources humaines. On dit tout le temps que les ressources aujourd'hui, c'est notre capital, hein, c'est le capital de l'entreprise. Donc, il faut en prendre soin, mais il faut vraiment s'outiller pour aller les chercher lorsque les besoins sont présents. D'accord. On va passer à un sujet à ne pas négliger quand on s'installe et qu'on fait des affaires sur place, les différences culturelles. On écoute tout de suite à ce sujet Thomas Brossas. Un Français et un Canadien travaillent de manière très différente. La façon dont on se dit bonjour, la façon dont on démontre le respect, la façon dont on appréhende l'humour aussi, sont des choses très très différentes. On est vraiment sur un cadre très nord-américain où il est important d'avoir une certaine distance par rapport, on va dire, aux us et coutumes français. Toujours être dans le consensus aussi. On ne peut pas être dans la confrontation, ça n'existe pas au Canada. Si vous arrivez à créer le compromis et à être chaleureux de prime abord, vous aurez de très grandes chances justement de créer des liens et d'avoir beaucoup de succès, dirons-nous, comme on dit au Québec, dans les affaires. Il évoquait la culture du consensus dans la vidéo. Vous êtes d'accord, Rémi ? Oui, alors absolument, ça c'est quelque chose qu'on doit apprendre en tant que Français, où on aime bien le débat, voire le conflit, même en réunion ou entre amis, et alors que c'est absolument à proscrire. Au Canada, on est une société consensuelle, donc on peut débattre, on peut avoir des points de vue différents, mais il faut toujours amener le point de manière positive, il faut être toujours dans le respect de la position précédente, hein. Martin ne me contredira pas, et on n'a vraiment jamais de clash frontaux en réunion. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec votre projet, ça ne veut pas dire que tout le monde a embarqué avec vous, mais tout le monde a écouté en tout cas votre point de vue. Et donc après, les projets avancent effectivement parfois un peu plus lentement. Oui. Nous, chez Desjardins, en plus, on est une coopérative, donc on a vraiment à cœur d'écouter le maximum de contributions pour arriver à la meilleure solution possible. Donc ça, c'est un point vraiment qui est important pour un Français qui va au Canada. D'accord. Martin, comment on fait des affaires avec les Français? Avec doigté? Non, en fait, effectivement, il y a des différences culturelles, mais bon, je vous dirais qu'en bon québécois, il y en a aussi entre les Québécois et les Nord-Américains anglophones, mais il y en a entre les Québécois et les Français aussi. Et oui, dans les différentes provinces aussi du Canada. Oui, tout à fait. Ouais. Mais je vous dirais que je crois que, en tout cas, pour ma part, ce que je remarque le plus, c'est qu'on n'a pas le sens de la hiérarchie qu'on peut avoir en France. Donc, les rapports sont beaucoup moins verticaux. Donc, faut s'habituer aussi. Surtout, vous êtes patron, vous arrivez à Toronto, vous établissez une entreprise. Faites attention de la manière dont vous allez communiquer avec vos employés. Et on peut s'adresser à vous très simplement, oui. Ce qu'on fait un peu on se tutoie très rapidement. Et donc, la culture à ce niveau-là, la culture d'affaires est beaucoup différente. Par contre, les relations d'affaires entre gens d'affaires sont plutôt directes. Et même parfois, on va y aller par écrit. Nous, les rencontres formelles et tout, on va régler le tout par email et c'est terminé. OK. Stéphanie, est-ce que vous avez un conseil pour le management interculturel? Alors, je dirais qu'il faut avoir bien conscience justement de ces différences et comme mes deux compasses le disaient, c'est vrai qu'on ne traite pas de la même façon. Il y a le dit, il y a le non-dit et c'est vrai qu'il n'y a pas de choc on n'a pas de choc frontal, donc comme ça a été dit. Effectivement, le tutoiement, donc le tutoiement. Bon, alors en anglais ça se sent moins, mais en communication en français, c'est vrai que le tutoiement se fait très rapidement. On s'appelle par son prénom. Par contre, on garde quand même une certaine distance. Je dirais que dans l'entreprise, on met la distance entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, on sépare bien les choses. Donc, c'est pas parce qu'on va tutoyer son voisin de bureau que nécessairement on va empiéter sur le domaine personnel. Donc, ça aussi, c'est un peu des codes à comprendre.
Et puis, je dirais que quand on fait des affaires au Canada, on est pragmatique. Donc, on n'y va pas par quatre chemins, on va directement au but et ça se passe bien. Rémi, vous vouliez réagir, je crois que vous n'avez pas le même avis sur la séparation entre la vie professionnelle et la vie privée. Alors, je suis d'accord qu'effectivement, des collègues de travail, aussi sympathiques que soit la relation au travail, restent des collègues de travail. En revanche, moi, je trouve que la bulle personnelle est très présente. Et je donne un exemple. J'étais un jour à Toronto, chez mon employeur, en réunion nationale, et on avait un nouveau directeur général qui venait d'arriver. Première slide, une photo de lui, chemise à fleurs, avec sa femme et ses enfants, tout rouge, bronzé au Mexique. Ça, on n'a pas l'habitude. Et c'était sa première slide. Et il voulait se présenter à nous comme ça. Et c'était pour lui important de partager son statut familial, de nous montrer l'ensemble de sa famille, de nous donner les prénoms. Et c'était quelque chose qui, pour moi, français au Canada, était assez surprenante parce que c'est quelque chose qu'on ne verra jamais dans une réunion nationale en France. Donc il y a cette présence. Et puis, on va effectivement aussi partager beaucoup son engagement communautaire, puisque ça se fait beaucoup au Canada. Mais dans son CV, on va le mettre, on va en parler beaucoup. Des causes qu'on soutient. Donc il y a cette espèce, effectivement, comme d'omniprésence de la bulle personnelle, mais ça ne veut pas dire qu'on va être invité, effectivement, le week-end chez nos collègues. Là, ça prend un peu plus de temps. Et là, on est plus dans le côté nord-américain qui n'est pas du tout latin comme on peut connaître en France. D'accord. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous pour votre intervention sur le plateau. C'est donc la dernière émission de la journée. Donc, bonne soirée. On se retrouve demain à 10h pour une émission sur Hong Kong. Bonne soirée à tous.